Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par la Maison des sciences de l'homme et la Société de Toulouse dans le cadre du cycle de webinaires des sciences à l'épreuve des crises sanitaires et environnementales organisé par le réseau national de la MSH. Ce cycle de webinaires s'inscrit lui-même dans l'accompagnement du dispositif national HS3PE crise sanitaire et environnementale, humanité, sciences sociales et santé publique, lancé par le CNRS et l'INSERM. Dispositif que j'accompagne pour ma part pour le compte du réseau national de la MSH. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir trois chercheurs, trois sociologues, qui vont nous présenter les premiers résultats de leur enquête portant sur la vie en temps de confinement, le projet VICO. Il s'agit de Claire Bidard, directrice de recherche CNRS en sociologie au laboratoire d'économie et de sociologie du travail à l'université d'Aix-Marseille. Michel Rossetti, directeur de recherche CNRS en sociologie au LIST, laboratoire interdisciplinaire Solidarité et Société de Territoire à l'Université de Toulouse et par ailleurs directeur d'études à l'EHESS, et Pierre Merclé, professeur de sociologie à l'Université Grenoble-Alpes au laboratoire de sciences sociales PACT. Alors, parmi les nombreuses recherches faites pendant le confinement, le projet VICO qui va vous être présenté se distingue par son approche longitudinale, son échantillon très important de plus de 16 000 personnes et par les efforts faits pour rendre visibles les données accessibles très tôt auprès des autres chercheurs. Ce travail de diffusion implique la participation de trois plateformes universitaires de données qui sont les représentations locales de l'infrastructure de recherche Progedo implantée au sein des maisons des sciences de l'homme. Donc, dans le cas de ce projet, les MSH de Grenoble, Aix-Marseille et Toulouse, qui contribuent à la diffusion des données via le portail Quetelet Progedo Diffusion, qui est le portail d'accès aux données françaises en SHS. Alors, avant de laisser la parole à nos panélistes, je rappelle que vous pouvez poser vos questions directement dans la rubrique Q&R et nous essaierons de vous laisser la parole autant que faire se peut en fonction de la gestion du temps. Voilà, donc Pierre, du coup. Oui, merci beaucoup de cette invitation. Alors, on se l'est partagé en trois parts égales. On va intervenir chacun environ 10 minutes. Je vais présenter la genèse du projet et puis les résultats de la première vague de l'enquête qui a eu lieu donc au printemps 2020, pendant le premier confinement. Je vais présenter les questions qui touchent aux conditions de logement, de travail, aux conditions de vie pendant le confinement. Claire ensuite racontera tout ce qui concerne les transformations de la sociabilité pendant le confinement et Michel conclura en racontant quelques premiers résultats de la deuxième vague de l'enquête qui a été réalisée pendant la deuxième vague de l'épidémie, donc au mois de décembre et au mois de janvier dernier. Alors, s'agissant de la genèse du projet, alors il faut que je vous partage mon PowerPoint. Voilà, j'espère que vous voyez correctement les diapositives. Au départ, ce projet, c'est le projet d'une petite enquête. Fatalement, on n'avait pas imaginé avant le mois de mars dernier faire une enquête sur le confinement, on ne savait pas ce que c'était. Et puis, assez rapidement, vous voyez, on a eu des échanges entre nous, hein, parce ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, qu'on fait des formations ensemble. Et donc, Michel a eu d'une part des échanges avec Claire par mail, et puis d'autre part, on a eu des échanges aussi sur Facebook autour des hypothèses qu'il était possible de formuler à propos des transformations des relations et de la sociabilité en situation de confinement. Michel faisait l'hypothèse que ça allait renforcer les liens forts. Je disais que peut-être ça pouvait aussi augmenter un certain nombre de liens faibles avec des connaissances plus lointaines. Et puis, vous voyez la conclusion de notre petit échange sur Facebook. On a dit l'enquête s'impose, je suis partant. Michel disait la même chose à Claire ou Claire disait la même chose à Michel. Et donc, on a réuni une équipe d'une douzaine de collègues, alors pas mal de collègues de Toulouse, mais aussi donc d'Aix-Marseille, de Grenoble et de quelques autres laboratoires du CNRS, pour fabriquer ensemble, un petit peu à l'improviste, une enquête par questionnaire qui s'est donc déroulée au mois d'avril et mai 2020.
Cette enquête a été diffusée en ligne auprès d'un échantillon spontané, c'est-à-dire que qui voulait pouvait répondre. On a fait circuler l'information par la presse quotidienne régionale, par les réseaux sociaux, par des réseaux d'interconnaissance, et ce qui devait être, ce qu'on imaginait comme une petite enquête auprès de quelques centaines de personnes, en fait, et, à notre surprise, est devenue une grosse enquête. On a plus de 16 000 personnes, vous voyez ici, qui ont répondu à la première, donc à ce premier questionnaire. Euh, Parmi ces 16 000 personnes, il y en a plus de 5 000 qui ont laissé leurs coordonnées, email ou téléphone, à la fin du questionnaire, en nous autorisant à les recontacter pour un entretien ou un questionnaire suivant. Et donc, cette petite enquête faite ensemble, à distance, entre collègues, est devenue voilà, un plus gros projet, ce qu'on appelle un panel, c'est-à-dire l'idée qu'on a des enquêtés qu'on peut réinterroger plusieurs fois successivement au cours du temps. Alors, on les a interrogés par entretien, on en a interrogé 77 par entretien à l'automne. On a fait un questionnaire de vague 2 dont Michel vous parlera dans un instant. Et il y a 3600 personnes qui ont répondu à ce questionnaire sur les 5000 et quelques qui en avaient donné, voilà, qui avaient dit qu'ils voulaient bien le faire. On est en train de commencer une nouvelle vague d'entretien auprès de 200 personnes et on fera probablement à l'automne une troisième vague de questionnaires. Donc, cette petite enquête est devenue un panel avec le soutien de l'ANR, puisqu'on a depuis le mois dernier un financement de l'ANR pendant 12 mois pour réaliser la deuxième vague de l'enquête par entretien et la troisième vague de l'enquête par questionnaire. Alors, vous avez compris, le programme ANR a commencé le mois dernier, mais en fait, l'enquête a commencé il y a presque un an jour pour jour. Donc, on a déjà beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de résultats. On va les dire de façon très synthétique. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le carnet hypothèse du projet, qui s'appelle donc VICO, comme la vie en confinement. Et puis, vous pouvez aussi lire le livre qu'on vient de publier il y a 15 jours et qui s'intitule « Personne ne bouge », qui est un livre collectif donc, sur lequel on a essayé d'aborder un petit peu toutes les questions que permettait de traiter l'enquête et donc de décrire les conditions de vie, de travail, de logement, les transformations des sociabilités pendant le premier confinement du printemps 2020. Le livre est lisible en ligne, il est en accès libre. Donc, vous pouvez aller le consulter sur le site d'Open Edition Books. Alors, s'agissant du premier confinement, celui du printemps 2020, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites immédiatement dès les premiers jours ou les premières semaines du confinement, et qui se sont un petit peu imposées à tous. Par exemple, cette idée qu'il y avait eu un exode urbain ou un exode des riches qui seraient partis de chez eux pour gagner leur résidence secondaire en Normandie ou au bord de l'Atlantique. En fait, quand on regarde dans l'enquête, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit d'abord et principalement, c'est que ce ne sont pas les riches ou les classes favorisées qui ont déménagé pour gagner leur résidence secondaire, ce sont massivement les étudiants et les jeunes qui sont partis de leur logement universitaire pour rentrer chez leurs parents. On le voit sur ce graphique, c'est le cas de plus des 2/3 des 18-24 ans, tandis que dans les autres tranches d'âge, ce phénomène-là est quasiment, est très très faible, très minoritaire. Donc, première chose, ce sont les jeunes qui ont été touchés d'abord par ces contraintes très fortes qui ont pesé au début du confinement. Ensuite, ils sont souvent retournés chez leurs parents et suivant les logements dont disposaient leurs parents, ces confinements ont été plus ou moins compliqués et plus ou moins ressentis de façon difficile. On voit très bien ici qu'il y a un facteur qui pèse très lourdement sur l'expérience du premier confinement, c'est le type de logement dans lequel on est confiné. Ici, vous avez la proportion de personnes qui, dans l'enquête, mentionnent des problèmes dans leur logement,
insalubrité, bruit, pollution, tension avec les habitants du logement, tension avec les voisins, en fonction du type de logement. Et on voit très bien que ceux qui habitent en maison individuelle, alors hors agglomération ou en agglomération, ont rencontré beaucoup moins de problèmes, ont eu des conditions de confinement, des conditions matérielles de confinement beaucoup plus confortables que ceux qui habitaient en immeuble, et en particulier en immeuble dans les quartiers populaires. Deuxième facteur qui définit d'une certaine façon les inégalités d'expérience, de cette expérience du confinement, c'est le travail. Là encore, on a peut-être beaucoup mis en avant le fait que beaucoup de gens avaient découvert le télétravail et que cette expérience avait été une expérience souvent très positive. On conçoit très bien que dans certains cas, hein, la mise à distance des hiérarchies, parfois des relations conflictuelles avec des collègues, a pu faire beaucoup de bien. Il est intéressant de voir comment en fait, cette expérience a été inégalement distribuée. D'abord, ce n'est pas du tout le monde qui a télétravaillé. On voit que les cadres et professions intellectuelles ont très largement télétravaillé. Hein. C'est le cas de plus de 80% des cadres. En revanche, les ouvriers sont très, très peu nombreux à avoir télétravaillé. Il y a seulement 4% des ouvriers qui ont télétravaillé. L'expérience du confinement pour les ouvriers, c'est principalement l'expérience du chômage technique. Hein. C'est pour presque la moitié d'entre eux. Et donc, on voit comment, en fait, l'expérience du télétravail, le fait d'avoir télétravaillé, c'est quelque chose qui est particulier en réalité aux plus diplômés, aux cadres et aux plus hauts revenus. Les autres ont moins télétravaillé. Et ensuite, cette expérience du télétravail, elle a pu être bénéfique dans certaines situations et dans d'autres situations, elle a été beaucoup plus compliquée. Par exemple, dans les cas où les deux conjoints dans les ménages ont télétravaillé et qu'il y avait des enfants en bas âge qui étaient à la maison et auxquels il fallait faire l'école à la maison, l'expérience du télétravail, en particulier pour les femmes, ce n'est pas du tout une expérience positive. Et on va retrouver ça très fortement. Vous voyez ici, ce sont des commentaires laissés par les enquêtés à la fin du questionnaire. Ça a été aussi une surprise de l'enquête. On a interrogé 16 000 personnes, il y en a plus de 4 000 qui ont laissé des commentaires parfois très longs à la fin de l'enquête pour nous raconter leur confinement. Et on trouve ici cette grande amplitude voilà, des témoignages sur le télétravail. Pour certains, ça a été très bénéfique. Pour d'autres, vous voyez, ça a été impossible et infernal. On a dit aussi, à propos de ce premier confinement, que le respect des règles avait été très inégal dans la population française et que certaines catégories de la population, un peu toujours les mêmes, avaient enfreint les règles sanitaires, les règles de circulation, les règles du confinement. On a incriminé les jeunes, on a incriminé les classes populaires, les habitants des quartiers populaires. Ce qu'on voit dans l'enquête, à nouveau, c'est pas ça. C'est-à-dire que, ici, vous voyez, ceux qui ont commis le plus d'infractions, ce ne sont pas les jeunes. Hein. Ceux qui sont en études, c'est seulement 27,6% d'entre eux qui ont commis plusieurs types d'infractions, alors dépasser la limite du kilomètre, sortir pendant plus d'heures, etc. Les taux les plus élevés, c'est les retraités, en fait. Et on voit sur toutes les variables de l'enquête que ceux qui ont le plus enfreint les règles, ce sont les plus âgés plutôt que les plus jeunes. Ce sont les classes favorisées plutôt que les classes populaires. Ce sont ceux qui habitent à la campagne plutôt que les urbains. Voilà. Donc, en fait, un peu exactement le contraire de ce qu'on a pu entendre dire pendant le premier confinement. Au total, ça fait que subjectivement, et là encore peut-être contrairement à ce qu'on a pu lire, entendre et dire, l'expérience subjective du premier confinement, c'est une expérience plutôt négative. On avait une question sur les sentiments éprouvés pendant le confinement et très clairement, les 6 sentiments, vous voyez, c'est sans ambiguïté, les 6 sentiments négatifs qu'on avait mis dans la question l'emportent sur les 3 sentiments positifs. Les gens ont été majoritairement inquiets, fatigués, et ils ont été très, très peu nombreux, enfin beaucoup moins nombreux, seulement de l'ordre du tiers, à déclarer avoir été aussi, à certains moments, heureux, en forme ou détendus.
le premier facteur d'inégalité de ces expériences subjectives du confinement, c'est l'endroit où on habite en France. Il y a un lien net entre cette expérience subjective et les taux de contamination et les taux de décès dans les différentes régions. Et donc, on voit sans surprise que c'est dans le Grand Est qu'on a été les plus fatigués. C'est autour de cette région qu'on a été inquiet de ce qui se passait aussi peut-être dans la région d'à côté, et que plus on se dirige vers le sud et l'ouest, plus on est heureux, détendu ou en forme. Et c'est là qu'on a le plus surdéclaré ces sentiments. Ce qui, voilà, avec aussi, de façon plus anecdotique, cette particularité de la Corse, où c'est là qu'on a été le plus irrité par la situation. Voilà. Juste, ce qu'on peut dire, c'est, au-delà de ça, les facteurs, bon, on les a résumés, le télétravail, les enfants à la maison, les conditions de logement, les niveaux de vie, influent sur la capacité à vivre le confinement comme une expérience de vie, à en tirer des bénéfices, ou au contraire à le vivre comme une souffrance, une grande difficulté, etc. Donc là aussi, dans les témoignages, on voit bien que le mot expérience, notamment dans les classes favorisées, dans certaines situations, revient souvent. Les gens ont fait des découvertes relationnelles, des découvertes sur soi, des découvertes d'activités qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire jusque-là. De l'autre côté, c'est une épreuve, notamment c'est une épreuve matérielle, c'est une épreuve économique, c'est une épreuve parfois aussi relationnelle. Et on va trouver, pendant le premier confinement de 2020, toute cette amplitude, cette gamme des expériences. Je termine simplement en disant que dans ces commentaires, on a retrouvé aussi très souvent une expression d'une conscience de sa position dans la hiérarchie sociale, et cette idée que le confinement a révélé d'une certaine façon les inégalités. On n'est pas complètement capable, nous, de dire ou de démontrer qu'il les a augmentées. C'est assez peu douteux, mais en tout cas, on voit très bien dans l'enquête Vico qu'il les a donnés à voir et que les gens ont exprimé cette conscience d'avoir soit de la chance et d'être privilégiés, soit au contraire ont ressenti des formes d'injustice ou d'inéquité face au confinement et aux contraintes. C'est un effet du confinement général. Je termine juste en disant que c'est peut-être aussi un effet de l'enquête, c'est-à-dire que quand on a passé environ 20 minutes à répondre à un questionnaire où on coche des cases, ben on est capable de se situer à un moment donné. C'est-à-dire que si on a coché la case « oui, j'ai un jardin », on a vu les cases des autres, entre guillemets, ceux qui n'ont pas d'accès à l'extérieur, par exemple, qui ont dû télétravailler, etc., ben on est capable de mieux se situer. Et à la fin, voilà, souvent on a des commentaires qui disent « je réalise que », c'est-à-dire au terme de cette enquête, je réalise où je me situe dans l'espace social. Mais il y a eu un effet aussi du confinement sur cette conscience-là des positions et des hiérarchies relatives. Voilà, je te passe la parole, Claire. Déjà, j'active et je partage mon écran. Est-ce que tu as enlevé ton partage d'écran, Pierre, s'il te plaît? Oui. Ah oui, voilà, ça y est. Voilà, merci. Alors, une question particulière préoccupe les sociologues, c'est que devient... Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi j'arrive pas? Zut. Ah, ça y est, ok. Ah, zut. Que devient le lien social en situation d'abord de crise globale et aussi en l'absence de possibilités de contact et de rassemblement? Plusieurs chercheurs de l'équipe Vico étaient déjà spécialisés en analyse des relations et des réseaux, et leur hypothèse, c'est que les réseaux relationnels tissent le lien social sur un niveau intermédiaire entre les individus et les instances sociales plus généralement. Et on étudie alors de très près différentes caractéristiques des personnes, des relations,
les personnes qui sont en relation, les qualités des liens et la structure des réseaux qu'elles forment, hein, que ça soit sur la taille du réseau, est-ce qu'il est très diversifié ou pas, est-ce que ce sont des liens plutôt forts, plutôt anciens, plutôt familiaux, plutôt amicaux. On se préoccupe aussi beaucoup maintenant de dynamique, hein, et c'est ce qu'on va regarder là maintenant, bien sûr, perdre et gagner des liens, lesquels, à quoi on renonce quand on laisse tomber des relations, comment on fait des rencontres, est-ce qu'on mélange les personnes ou pas, et puis l'idée que les relations sont aussi des vecteurs de ressources, qu'il s'agisse de soutien moral, d'aide concrète, etc. Et puis on a depuis longtemps fait le constat que les inégalités sociales se répercutent sur les réseaux relationnels, et voilà, et ça nous montre comment la société se tisse petit à petit au fil de ces relations. Et du coup, la question, la façon qu'on a de la poser aujourd'hui, c'est comment une crise comme celle qu'on vit maintenant peut faire évoluer durablement ou pas les façons de faire ensemble société. Donc, on va commencer par observer à partir des données donc, du premier questionnaire Vico, qui sont les enquêtés qui ont diminué ou perdu le contact avec des personnes de leur entourage pendant le premier confinement. C'est un premier signal en quelque sorte de perturbation du lien social en général. Or, cette perte est importante. Au total, 37% des enquêtés a perdu le contact avec au moins une personne sur cette période. Alors, on sait que l'âge est le facteur le plus discriminant en matière de sociabilité. J'ai donc ciblé mon propos ici sur cette variable en distinguant en plus, au sein des jeunes, les étudiants et les non-étudiants, c'est-à-dire qui travaillent ou qui sont en recherche d'emploi, grâce à une variable qu'avait fait Michel, je pense, et que j'ai trouvé très intéressante dans la mesure où, en plus, on entend beaucoup d'alertes actuellement sur la situation des étudiants. Donc, et voilà, j'ai essayé de les différencier. Et on voit vite qu'il y a une différence importante entre eux, hein. Les étudiants qui sont le plus souvent soit seuls en CTU, soit qui sont retournés chez leurs parents en quittant du coup leur ville universitaire, ont le plus perdu ou diminué les contacts avec certains de leurs liens. Alors que les jeunes travailleurs, certains ont gardé un emploi. Et puis, pour l'avancée en âge plus généralement, moins, en fait, plus on avance en âge, moins on perd des liens. Alors, c'est aussi parce qu'on en a moins au départ et que ce sont plus souvent des relations déjà solidifiées, hein, des relations familiales ou des relations anciennes. Alors ensuite, voilà quelques expressions qu'on retrouve très souvent dans les commentaires, hein, comme disait Pierre, que beaucoup de gens ont laissé en fin de questionnaire, dans lesquels ils ont exprimé librement ce qui les préoccupait. Et ça nous donne une idée de leur vécu du changement en matière de relations. Alors j'ai pris là que des toutes petites, c'est même pas des phrases, des toutes petites expressions, hein, mais très souvent on a énormément de détails d'histoires racontées, etc. Alors qu'on va démarrer maintenant une vague d'enquête qualitative, donc on va encore plus savoir ce qui s'est passé, qui vraiment ils nous racontent des histoires. Mais là déjà, simplement avec ces commentaires, on a pu avoir quelques idées de ce vécu des changements en matière de relations. Et on constate donc une tendance à se concentrer sur les personnes les plus proches, à faire le tri, c'était très souvent mentionné comme ça, hein, à élaguer, à écrémer, enfin, il y avait toutes les expressions qui montraient qu'on se concentre aussi sur la dimension affective du lien, qui a été très valorisée, très revendiquée. Pourquoi? Parce qu'en temps de crise, on a besoin de sécurité, on a besoin d'affectif, on a besoin de confiance, et il y a aussi le devoir familial qui fait qu'on s'occupe de la famille prioritairement. Alors, en temps ordinaire, hors confinement, les liens disparus sont en général perdus de vue, pas triés comme ça a été exprimé ici. Ce qui nous surprend plus et qui nous inquiète aussi plus, c'est la présence de liens dégradés. En fait, 16% des personnes ont déclaré que certains de leurs liens s'étaient dégradés. C'est pas la même chose que perdu, un lien dégradé, hein. C'est l'idée qu'on garde le lien, mais ça se passe mal. Et ça, c'est peut-être encore plus spécifique à la crise. Et on voit là encore que ce taux diminue nettement avec l'âge et il est maximal pour les jeunes qui sont étudiants, hein. Et on voit une différence très nette là aussi avec les jeunes qui ne sont pas étudiants. Donc, des liens qui sont abîmés d'une certaine façon. Alors, nous posions aussi des questions plus positives pour savoir, par exemple,
si des liens, à l'inverse, s'étaient renforcés. Donc là, j'ai noté l'inverse de l'inverse, c'est-à-dire des personnes avec qui les enquêtés n'ont aucun lien qui se soit renforcé. Et on voit que là, sont plutôt les adultes et les jeunes actifs qui n'ont aucun lien renforcé, alors que les étudiants et les personnes plus âgées ont moins de liens qui ne se sont pas renforcés, ils sont donc plus nombreux à avoir renforcé des liens. Hein. Donc, les jeunes en ont perdu plus, ils en ont un petit peu renforcé aussi. Ce qui va nous intéresser aussi maintenant, c'est la création de relations, parce qu'on était quand même dans le positif, on s'est dit peut-être que de nouvelles relations peuvent se nouer dans le contexte du confinement. Donc, il y en a, et on voit là qu'à l'inverse, ce sont les personnes les plus âgées qui sont, entre guillemets, les champions de la création de nouveaux liens, aidés sans doute par la sollicitude des autres à leur égard, hein, en particulier la famille et les voisins. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur cette question. Pour bien comprendre ces évolutions, il faut savoir que les relations ne se créent pas n'importe où, à partir de rien. Elles naissent toujours dans des contextes, dans des activités collectives, dans des situations au moins de coprésence et le plus souvent d'engagement. C'est-à-dire des situations où on vibre ensemble, où on partage des ressorts communs, où on fait groupe, on fait un nous. Et à l'intérieur de ce contexte, on peut alors distinguer certaines personnes avec lesquelles on a en plus des points communs et dont on a envie de se sentir encore plus proche. C'est ça le mode d'emploi, je dirais, de la fabrication des relations. Or, alors, deux contextes en particulier, à l'inverse des autres, hein, c'est-à-dire l'absence de spectacle, c'est une catastrophe pour ça, de rencontres sportives, de concerts, etc. Hein. C'est là où vraiment, typiquement, on vibre ensemble. Donc, de contexte, point. Alors, sauf deux contextes qui ont vu, au contraire, davantage la création de nouveaux liens, c'est les voisins. Alors, il y a l'aspect limitation obligatoire, mais c'est aussi parce qu'on est beaucoup plus allé dans les petits commerces, que les enfants ont joué ensemble dans les espaces communs, on a promené les chiens, et puis les applaudissements de 20 heures ont été beaucoup cités comme des occasions de voir les voisins, et sont nés de là des relations d'entraide, de sollicitude, de bienveillance. Et puis, via les outils numériques, avec, certains l'ont expliqué aussi dans l'ouvrage, hein, une pratique à la fois plus intensive, évidemment, on s'en sert beaucoup plus, mais aussi plus diversifiée, avec des fonctions plus expressives, pas seulement pour le travail, pas seulement pour des informations, mais où on exprime aussi des sentiments. Et puis étendue, parce que le clivage intergénérationnel, c'est un petit peu comblé. Les papis et les mamies ont un peu appris Skype. Mais sur internet, les relations sont déjà ciblées sur ce que l'on connaît déjà. Hein. Donc on a un renforcement de l'homophilie, à savoir la tendance à préférer le même que soi. Comme on peut choisir, on a moins de contraintes de proximité, moins de contraintes de contexte. On va sur des groupes, sur des forums, etc., sur lesquels on allait déjà, ou en tout cas où on sait qu'on va trouver ce qu'on connaît déjà. Et vous voyez dans les deux extraits d'entretien que j'ai mis là, c'est pas tout bon. Les gens se plaignent aussi de tourner en rond dans des bulles un peu fermées sur le semblable. Alors, je reviens sur les liens dégradés. Ce qui est préoccupant, c'est que les liens se sont dégradés surtout avec les personnes les plus proches. Celles avec qui on vit, celles qui nous soutiennent de façon ordinaire, à savoir la famille proche, c'est pas la famille élargie, là c'est la famille proche, les amis et même les conjoints. C'est vraiment le noyau central qui est plus massivement concerné par les dégradations de liens. Alors, bien sûr, on dira que ceux qui sont plus susceptibles de conflits sont les personnes qui sont proches, parce que si les personnes ne sont pas proches, simplement on les voit plus. Hein. Mais quand même, ces formes de relations dégradées sont un peu nouvelles et problématiques. Alors, on va regarder là aussi ce qu'il en est en fonction de l'âge. Hein. Et on voit que, encore une fois, les jeunes étudiants se distinguent avec beaucoup de liens dégradés avec la famille proche. Et là, on retrouve ce que racontait Pierre à propos du reconfinement avec les parents. C'est pas facile de se reconfiner quand on avait déjà vécu de façon autonome. Hein. Donc, là, on est sur des situations conflictuelles avec
d'autant plus qu'on est jeune et étudiant. Pour les amis, ce sont les deux populations jeunes, hein, qu'ils soient étudiants ou qui travaillent, ils ont plus de liens dégradés avec les amis. Et avec le conjoint, donc, ce sont plutôt les jeunes actifs. Et puis, pour les collègues, là, de façon plus ordinaire, plus attendue, pour les collègues, c'est plutôt les quadragénaires. Et pour les personnes âgées, les lieux dans lesquels elles sont le plus représentées, finalement, les voisins et les activités associatives. Ensuite, on peut essayer de savoir, on a demandé aux personnes les raisons de cette dégradation. Hein. Comment et pourquoi le lien se dégrade-t-il? Alors, on voit là que ce sont vraiment des questions conflictuelles, des opinions divergentes en premier lieu. Hein. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de débats nouveaux, c'est-à-dire sur des sujets nouveaux, bien évidemment, des débats très clivants sur la situation sanitaire où on ne retrouvait pas les oppositions ordinaires, droite-gauche, jeunes, vieux, etc. Mais autour de la situation sanitaire, des actions du gouvernement, bien sûr, des règles de distanciation, etc. Hein. Donc, les populations se sont opposées sur ces questions avec des nouveaux clivages, des nouvelles lignes de division. Donc, voilà, ça a été une des causes de dégradation des liens. Il faut dire qu'en temps ordinaire, ce qu'on sait dans nos enquêtes précédentes, hein, c'est que le conflit ne représente que 7 à 8 des raisons de fin d'une relation. Hein, et là, vous voyez qu'on est à près de 40 même plus si on les additionne. Hein, voilà. Enfin, au sein des relations dégradées. Mais voilà, alors que d'habitude, on se perd de vue, là, on a beaucoup de situations conflictuelles. On peut y lire des effets assez directs du confinement. Hein. Par exemple, les personnes qui sont confinées, qui disent oh, le lien s'est dégradé parce qu'on est confinés ensemble et que c'est difficile à vivre. Voilà, c'est une raison qui est également très mentionnée. Donc, toujours nos étudiants avec leurs parents, mais aussi, on a aussi des parents plus âgés avec leurs enfants adultes et des conjoints aussi. Et puis, c'est un effet du confinement, mais aussi un effet de la crise. C'est-à-dire, on a une énorme incertitude, une inquiétude existentielle, des réactions des uns et des autres qui sont assez imprévisibles aux contraintes, des positionnements très vite tranchés, et ça monte très vite dans les tours, comme on dit, donc situation relationnelle plus conflictuelle. Là aussi, en fonction des âges, alors on peut voir que les opinions divergentes sont des causes de gradation des liens très générales. Là, tous les âges le partagent, cet aspect d'opinions divergentes, alors que les conflits et surtout le confinement difficile, ce sont là encore surtout les jeunes et les jeunes étudiants. Alors, au final, nous avons des images assez contrastées des évolutions des relations, mais qui convergent vers des pertes de contact, des dégradations de liens, un travail de tri avec une concentration sur les liens forts avec des personnes qui sont assez semblables à nous et un développement des conflits. Et tout ça ne donne pas une idée d'une société qui évolue de façon très favorable. Alors, notons un point positif quand même, c'est ce que j'ai appelé l'extension du domaine des solidarités. Hein, Pierre l'a mentionné tout à l'heure rapidement. Dans les commentaires, on a trouvé énormément d'expressions. D'abord, oui, d'une prise de conscience de ses propres privilèges au regard de populations moins favorisées, et aussi des récits d'actions concrètes entreprises pour la première fois, souvent, des personnes qui disent « je ne me suis jamais engagée, mais là, j'ai envie de m'engager. Là, je te fais un don, là, je vais aider à distribuer des repas, etc. » Donc, vers de multiples formes de redistribution. Alors, peut-être qu'un lien social un peu plus fluide, c'est peut-être éveillé et amplifié sur une échelle plus vaste qu'auparavant, hein, avec une prise de conscience des inégalités, puis l'idée qu'une pandémie, ça veut dire aussi qu'on est tous ensemble dans le même bateau, hein, confrontés à la même situation de crise. Tout ça, c'était lors du premier confinement, tout ce que je viens de dire. Hein. La suite de l'enquête Vico va chercher à savoir ce qu'il en restera par la suite. Est-ce que ces solidarités persistent encore aujourd'hui? Voilà, c'est ce qu'on va chercher à savoir maintenant. Et Michel va déjà vous parler des premières analyses du second questionnaire. Michel, je te passe la parole. Merci beaucoup Claire. C'était exactement comment dire, une bonne synthèse de ce qu'on a pu voir dans cette enquête sur l'aspect des relations. Donc notre deuxième vague de l'enquête, comme a dit Pierre, pendant la deuxième vague de l'épidémie, mais juste après le deuxième confinement,
Elle s'est déroulée entre le 17 décembre 2020 et le 26 janvier 2021. L'idée, c'était que la crise s'installant dans la durée, il fallait un peu prendre des nouvelles de nos enquêtés, des 5400 qui avaient laissé leurs coordonnées puis qui étaient d'accord pour qu'on les interroge à nouveau. Et puis, l'idée, c'était de centrer le questionnaire sur qu'est-ce qui a changé, sur l'évolution de leur situation, sur différents aspects. Bon, cette deuxième vague, c'est un peu comme la première. On espérait quelques centaines de réponses, 1 millier, ça aurait été un bon résultat, et on a été assez surpris. Bon, on a quand même procédé avec Benoît Tudou à plusieurs relances, mais on arrive à 2/3 des personnes qui ont accepté de répondre, et donc c'est beaucoup. Bon, l'échantillon, il était déjà biaisé en vague 1. Bon, Pierre n'en a pas trop parlé, mais on connaît bien ce biais, donc on essaye de le prendre en compte dans nos analyses. C'est-à-dire qu'on a des enquêtés qui doivent répondre en ligne, donc il faut qu'ils soient intéressés par les questionnaires de sociologues, qu'ils puissent répondre en ligne, etc., etc. Donc on a une déformation vers les plus diplômés, on a beaucoup de femmes, etc. Donc ces biais se maintiennent, et on a encore plus de diplômés. Disons, la part des diplômés est un peu plus forte en vague 2, mais enfin, on a encore beaucoup de gens peu diplômés, de couches populaires. Disons, sur la masse, on arrive à peu près à se débrouiller. Alors, je vais passer en revue quelques-uns des résultats très provisoires, parce qu'on est en train vraiment d'analyser ces données. J'ai picoré quelques éléments parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres à regarder. Un des premiers points, c'est avec qui résident les personnes. Donc, pendant le confinement, c'était un point important, puisque avec qui est-ce qu'on se confine? Et on a vu que les jeunes avaient eu tendance, pour certains d'entre eux, à aller se confiner avec leur famille, ou pour certains avec des amis. Bon, et là, quand on compare les deux vagues, on voit qu'il y a des changements qui portent surtout sur le nombre de personnes qui sont confinées avec leurs parents ou avec d'autres membres de la famille. Et en fait, sans trop de surprise, on retrouve à nouveau les jeunes. Si on prend les 18-30 ans qui résidaient avec leurs parents, qui résident avec leurs parents, on peut le regarder à 3 moments. Avant le confinement, pendant le confinement, donc en vague 1 de notre enquête, et puis en vague 2, donc en fin d'année 2020, début d'année 2021. Et on voit très bien que cette proportion a augmenté très considérablement pour le premier confinement, puis elle est redescendue même un petit peu en dessous de ce qu'elle était. C'est pour des personnes qui ont répondu à la deuxième vague, hein, donc ce sont les mêmes personnes, hein. Les pourcentages portent sur le même échantillon. Et donc, l'effet retour vers les parents ne s'est pas reproduit, ou ne s'est pas, pour la plupart des gens, n'a pas perduré après le premier confinement. Bon, probablement que l'expérience de la recohabitation avec les parents n'a pas toujours été extrêmement positive aussi. Enfin, certains le disent. Et en tout cas, dans la durée, ça paraissait un peu difficile. On a posé une question sur les effets de la crise en général sur les revenus. Et donc, bon, il y aura sûrement beaucoup d'analyses à faire sur cette variable-là, disons. Mais on voit bien qu'il y a un grand clivage qui apparaît entre, en gros, le secteur public qui est resté relativement protégé et le secteur privé où il y a des baisses de revenus importantes. Et puis, à l'intérieur de chaque secteur, il y a un effet des inégalités sociales, c'est-à-dire que c'est plutôt du côté des ouvriers et employés que les baisses de revenus sont les plus importantes, donc qui ont le plus souffert, on pourrait dire, dans leurs revenus des effets de la crise. Donc, il y a une sorte de double facteur, un facteur privé-public et un facteur hiérarchie sociale classique. Ensuite, on avait des questions sur la pression temporelle, en quelque sorte. Est-ce que les personnes ont l'impression de manquer de temps ou pas? Et alors, dans la vague 1, on s'était rendu compte que quand on croisait cette variable avec l'âge, le sexe, etc., on avait beaucoup de variabilité, en particulier les femmes avec enfants, confinées avec des enfants, étaient particulièrement sous une pression temporelle importante.
Bon, là, j'ai juste comparé les deux vagues et on voit que la part des gens qui disent ne pas du tout manquer de temps a diminué assez fortement. Là encore, ce sont les mêmes personnes qui répondent. Alors, on peut penser que c'est lié au fait que les gens ont repris le travail, c'est-à-dire qu'une bonne partie des gens qui avaient cessé de travailler en vague 1 se retrouvaient au travail à la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021. Et donc, forcément, le peu de temps libéré par l'effet du confinement du printemps 2020 a un peu disparu et donc la pression temporelle augmente en quelque sorte. Pierre a rappelé la question sur les sentiments. Alors, c'était déjà pas folichon en vague 1, mais ça ne s'arrange pas en vague 2. Vous voyez que les items, enfin comment dire, les réponses détendues, en forme ou heureux, que j'aurais dû regrouper pour que ce soit plus lisible, mais vous voyez, ce sont les trois, si vous voyez ma petite flèche que je montre ici, s'effondrent fortement, alors que les gens restent, sont encore plus fatigués, irrités, sont toujours aussi irrités, un petit peu moins inquiets. Bon, ils commencent à voir un peu plus comment les choses se passent, mais surtout, voilà, tout ce qui était un peu les effets positifs d'une prise de distance liée à un arrêt des activités et de l'agitation permanente pendant le premier confinement semble là se transformer quand même en une série de difficultés, de souffrances plus importantes. Alors, juste pour faire un pendant de ce qu'a présenté Claire, j'essaie de faire le point sur, au fond, à la fois sur les relations dégradées, perdues de vue, nouvelles de la vague 1 ou les personnes dont on s'était rapproché. J'ai sommé toutes les réponses qui indiquent qu'on n'est pas revenu à la situation antérieure. C'est-à-dire que les relations dégradées, soit elles ont continué à se dégrader avec toutes les personnes qu'on avait en tête, soit au moins avec certaines. Les relations perdues de vue, même chose. Les relations nouvelles, elles se sont maintenues par contre avec les personnes concernées. Et puis, même chose pour les gens dont on s'était rapproché. Et on voit que quand même les proportions de réponses qui indiquent que, au fond, les changements induits pendant la vague 1 se sont maintenus par la suite, sont dominantes, c'est-à-dire que tout ce qu'a Claire se poursuit. Et parfois, ça s'aggrave pour certains, on verra, puisqu'on a aussi des questions sur les pertes de liens en vague 2. Je ne vais pas les évoquer. Mais on a l'impression d'un effet durable. Disons que le confinement de printemps pouvait être un événement particulier qui a duré un peu moins de 2 mois, qui pouvait être suivi d'une sorte de retour à la normale. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, en tout cas sur le plan relationnel. Alors, on retrouve les jeunes, ça reste toujours une population particulièrement touchée. Et en ce qui concerne les personnes dont ils s'étaient rapprochés en vague 1, eh bien, ils sont les plus nombreux à dire qu'ils n'ont plus de contact avec ces personnes. Donc, les relations créées, qui avaient été renforcées en vague 1, sont moins restées renforcées pour les jeunes que pour les autres. Enfin, on voit que ça suit une évolution presque linéaire selon l'âge. Un autre élément qui fait le lien avec le précédent, c'est que parmi les nouvelles relations, pas les gens dont on s'est rapproché, mais les nouvelles relations, les relations créées pendant la vague 1, les jeunes étaient les plus nombreux de très loin à citer des relations créées en ligne. Via des jeux vidéo, via des cercles divers de discussion. Et donc, ce qu'on voit en vague 2, c'est que les rencontres en ligne sont les relations qui se sont révélées les plus fragiles à l'épreuve de la durée. Et donc, ça explique aussi en partie pourquoi les jeunes continuent à être plus impactés en vague 2, c'est que, au fond, les formes de sociabilité qu'ils ont mis en œuvre pour créer de nouvelles relations se sont révélées plus fragiles. Et là, on le voit, on voit ça très clairement. Les liens, on le sait par des tas de travaux, les liens en ligne, créés en ligne qui ne s'actualisent pas par des relations en face à face, souvent ont du mal à perdurer. Et donc, c'est un peu ce qu'on observe ici.
Donc, la conclusion très provisoire de cette petite exploration très, très sommaire hein, de la vague 2, c'est qu'on a quand même l'impression que le premier confinement était un choc. C'est vraiment quelque chose qui était imprévu, non anticipé par les personnes, et peut-être même par le gouvernement quelques jours avant, et qui a effectivement impliqué des adaptations très rapides et donc des impacts sur les relations que Claire a bien résumées. Et bien, après ce choc, on a l'impression qu'on ressent tous, hein, ce n'est pas un grand résultat de l'installation dans une crise durable, mais là, on peut mesurer l'impact sur un certain nombre de points. Et donc, on passe d'une situation exceptionnelle, temporaire, à quelque chose qui serait un ordinaire d'une crise plus durable, ordinaire avec ses fluctuations selon les couvre-feux, les reconfinements, etc., mais qui n'ont pas du tout le même effet de choc que le premier. Les effets sont différents selon les situations sociales, évidemment, le type d'emploi, les revenus, l'espace dont on dispose chez soi, ça reste toujours un élément très discriminant. Les jeunes restent une population particulièrement bousculée dans leurs conditions de vie, leur sociabilité. D'ailleurs, qu'on n'a pas retrouvé une logique de sortie et de soirée qui permettait à ces jeunes de gérer leurs relations, de les renouveler. Beaucoup se plaignent en vague 2 du fait qu'il n'y a plus de contexte pour créer de nouveaux liens, quoi. Et donc ça, c'est un point important. Et puis, sur les relations, on a vu que les effets se poursuivent. Voilà, donc à suivre. À l'occasion, on vous donnera d'autres nouvelles de cette enquête. Il y a beaucoup d'autres résultats. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette présentation très intéressante. Du coup, je laisse éventuellement les personnes poser des questions. Pour le moment, on n'en a pas. Donc, n'hésitez pas, là, si vous en avez, on peut vous laisser la parole directement aussi. Donc, n'hésitez pas, dans le volet questions-réponses, à vous manifester. En attendant peut-être les premières actions, moi, j'aurais une première question assez générale pour revenir sur l'échantillonnage de 16 000 personnes du premier confinement. Michel, tu avais évoqué le biais donc, il y a cet échantillonnage. D'un point de vue plus général, moi, j'aimerais bien, je ne sais pas si vous pouvez préciser sur la gestion justement à la fois d'un point de vue méthodologique et gestion tout court de ces données. C'est quand même un gros échantillonnage. Je ne sais pas si vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail. Déjà, un peu plus préciser ce biais que vous aviez et d'un point de vue méthodologique, comment vous gérez un échantillonnage comme ça. Peut-être on peut laisser, enfin, avant que Pierre réponde, il va expliquer un peu un certain nombre de points, peut-être rappeler qu'on a 75% de femmes, par exemple. C'est un léger biais par rapport à la structure de la population française. Mais étant donné, sur 16 000, ça fait quand même plusieurs milliers d'hommes. Et de la même façon, on n'a pas assez d'ouvriers par rapport à la population française, mais on en a quand même des centaines, et ainsi de suite. Donc, après, il y a diverses stratégies qui ont été testées pour essayer de tenir compte de ça. Bon, Pierre, si tu veux en parler. On a effectivement, et ce sont des biais classiques dans les enquêtes en ligne. Ici, encore un petit peu renforcé par le mode de diffusion de l'information sur l'enquête, par des réseaux d'interconnaissance d'abord, ensuite par les réseaux sociaux et la presse quotidienne régionale qui, on l'espérait, visait une cible potentielle un petit peu plus hétérogène socialement, mais ce n'était pas complètement le cas. Donc, les biais qu'on va trouver sur l'échantillon brut, c'est, alors Michel l'a dit, beaucoup plus de femmes qu'attendu, 75-25 au lieu de 50-50, des gens plutôt diplômés, plutôt cadres. Les plus âgés ont moins répondu à l'enquête que les autres, c'est-à-dire qu'il y a un moment, en termes d'âge, au-delà de 70 ans, au-delà de 75, même, on peut dire. Au-delà de 75, où il ne va rester que les seniors familiers avec les outils numériques, avec l'ordinateur et avec Internet. Et donc, cela dit, ce sont des biais qu'on peut redresser. Donc, il y a un calcul de coefficient de redressement qui est disponible avec les données.
et qui permet de rétablir la représentativité de l'échantillon. Alors, si on considère qu'il est représentatif des personnes, on va dire, âgées de 18 à 75 ans, qui ont une certaine familiarité avec les outils numériques, ou une familiarité minimale avec les outils numériques. Donc, voilà en gros de la population. Et qui ne sont pas aussi aux enquêtes sociologiques, on pourrait rajouter. Voilà, de laquelle on est capable de parler avec cette enquête. Quand on applique les coefficients de pondération, alors Michel a raison de dire que c'est un peu comme si dans les 16 000, ben, il y a trop de femmes, alors on ne les garde pas toutes. En revanche, on garde tous les hommes. Il y a trop de diplômés, donc on ne les garde pas tous, etc. Alors c'est un petit peu grossier comme raisonnement, mais en gros, c'est comme si on avait un échantillon représentatif d'environ 8 000 personnes au lieu de 16 000. Ça reste quelque chose de très important. C'est relatif. Alors, il y a eu d'autres enquêtes pendant le confinement qui ont des échantillons plus solides peut-être et plus importants, mais voilà, Vico a deux caractéristiques très intéressantes. C'est un panel, c'est-à-dire que les gens peuvent être réinterrogés et sont déjà réinterrogés plusieurs fois de suite, ce qui a permis à Michel voilà, de montrer ces évolutions d'un confinement à l'autre. Et puis, deuxièmement, c'est un panel dans lequel on peut interroger les enquêtés par questionnaire et aussi par entretien. Et ça, c'est relativement, pas inédit, mais c'est relativement rare et c'est une vraie richesse de l'enquête. Alors, il y a des questions qui arrivent, donc je vais laisser la parole peut-être directement. Donc, Clara, alors, des questions de loisirs. Attendez, il y a pas mal de participants, il faut que je vous retrouve dans la liste. Je n'ai pas vu avant ce tu peux répondre sur les loisirs, peut-être, Pierre. Mais, sur la question des loisirs, d'une part d'Élodie, la question de Vincent aussi, qui est un peu qui porte là-dessus, sur les relations parents-enfants et les loisirs. On n'a pas, dans la vague 1, il n'y a pas de module occupation du temps libre spécifique en dehors de l'école à la maison. En revanche, on a mis un module de ce type-là en vague 2, donc on a des éléments, mais qu'on n'a pas encore traités, je crois. Les relations, on peut les saisir, les relations parents-enfants, on peut les saisir notamment, et je crois que Claire en a donné un premier aperçu, à travers les relations renforcées ou au contraire dégradées ou perdues. Et donc, on peut aller chercher dans le générateur de noms, tout ça reposait sur un générateur de noms, c'est-à-dire sur une ou des questions où on disait avec qui, et les gens généraient des noms, c'est-à-dire ils citaient des noms de personnes avec qui leur relation s'était renforcée, dégradée, etc. Et donc, ça peut très bien être avec les enfants, les parents, etc. Et on peut l'observer par ce biais-là. Il y a une question sur les formes de solidarité. Peut-être Claire, elle peut en parler. Alors, on n'avait pas de question directe sur cette question des solidarités dans le premier questionnaire. Ça, c'est issu des commentaires. Et on n'a pas posé des questions, enfin, il n'y avait pas de questions qui disaient quelles actions précisément, mais les gens le racontaient et ils racontaient ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils allaient faire, c'était très précis. Et ce qui était frappant, c'est à quel point ils dépassaient leurs problèmes individuels pour aller aider encore plus malheureux qu'eux. Les handicapés disaient oui, mais il y a des gens malades. Ceux qui étaient dans des logements tout petits disaient oui, mais il y en a qui sont à la rue. Enfin, vous voyez une façon de considérer le monde qu'on pouvait aider et dont on se sentait solidaire de façon beaucoup plus large qu'habituellement. Voilà, ça c'est uniquement à partir des questionnaires. Mais dès la vague 2, et ça dès qu'on l'aura analysé, on pourra vous en parler, du coup, voyant ça, on a rajouté des questions portant là-dessus et dans les guides d'entretien des parties qualitatives de l'enquête, là on va aussi poser des questions précisément et laisser les gens s'exprimer à la fois sur leur pratique, sur, comme vous le dites, c'est une très bonne question, sur la durée de ces engagements et la façon dont, avec qui ils se sentent formés, société, faire un nous, faire un ensemble solidaire. Voilà, on n'avait pas pensé à cette dimension-là et du coup, on a rajouté des points là-dessus.
Je me permets de bien préciser auprès des spectateurs, s'il vous plaît, de poser les questions parce que sur questions et réponses, pas sur le chat, parce que du coup, là, on est sur plusieurs choses en parallèle. Je vous propose qu'on laisse les personnes poser les questions directement. Donc, Chiara Kellini d'abord, puis David Guéraud. Oui, non, merci beaucoup Claire, aux deux Claire, du coup, parce que ma question, elle vient d'y répondre, Claire Bidard, du coup, c'était exactement sur la nature de ces actions solidaires et la durée dans le temps, du coup, vous avez tout à fait répondu à ma question, merci beaucoup, et je serais intéressée à en savoir plus par la suite, du coup, quand vous aurez les réponses à la partie qualitative. Merci. Je laisse donc David Guéraud également poser sa question directement. Vous avez la parole. David Guéraud. Sinon, je pose directement la question, si vous n'avez plus envie. Bon, donc je la pose directement. Donc la question, c'était comment expliquez-vous que les opinions dominantes diffusées ou répandues dans le grand public sont des représentations inverses aux données ou aux réalités que vous avez constatées? Pierre. Très, très vaste question. Je pense que les représentations qui ont pu être construites de l'expérience du confinement au début de celui-ci, au début du premier confinement, je pense qu'il faut s'adresser à des sociologues des médias pour comprendre comment elles se fabriquent. Nous, on en a une expérience personnelle par nos relations avec les journalistes depuis le début de l'enquête, quand ils nous sollicitent pour faire des interviews, écrire des articles, ou quand ils nous sollicitent même en temps ordinaire, à chaque fois qu'il y a une nouveauté sur les réseaux sociaux pour qu'on parle de que deviennent les sociabilités des Français, etc. Je pense qu'il faut s'intéresser aux origines sociales et aux caractéristiques sociales, scolaires des journalistes qui produisent cette façon de construire le récit du confinement au départ et voir qu'effectivement, ils vont être très sensibles à des phénomènes très spectaculaires, des bouchons à la sortie de Paris au tout début du confinement, des tensions dans des quartiers populaires, par exemple. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie, je crois qu'il y a toute une partie, d'une certaine façon, de l'espace social français, en temps ordinaire comme en temps de confinement d'ailleurs, qui est très mal représentée médiatiquement, de la même manière qu'elle est très mal représentée politiquement. Et on le voit très bien, par exemple, quand on regarde l'origine sociale des députés ou des sénateurs, on voit très bien qu'il y a une partie de l'espace social qui n'est pas représentée. Et je pense que si on faisait une sociologie des journalistes, on verrait aussi qu'il y a une partie de l'espace social qui est très mal représentée par ceux qui fabriquent l'information. Donc pour moi, c'est vraiment une première piste, hein, et c'est très symptomatique de voir le temps qu'on a mis, presque 6 mois, je dirais, pour comprendre que ce sont les jeunes et les étudiants qui souffrent le plus de la crise, qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire. Jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois d'octobre, les étudiants ont plutôt été accusés de propager le virus qu'autre chose. Et on a commencé à se rendre compte au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, qu'en fait, ils étaient des victimes de la crise sanitaire. Ça prend du temps, ça prend du temps. Merci. Je laisse la parole à Julien Marie pour poser directement sa question. Julien. Marie. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette intervention assez riche. Et un petit bonjour amical depuis Montpellier. Donc malheureusement, j'ai été dérangé par 2 petits coups de téléphone intempestifs. Donc peut-être que la question que je vais poser, vous y avez déjà répondu. Mais j'ai été particulièrement interpellé notamment par le fait que dans l'enquête que vous avez menée, en tout cas dans les conclusions notamment, le confinement avait été, semble-t-il, perçu comme à un moment une sorte aussi un peu d'espace hors du temps, favorisant une sorte de réflexivité d'une certaine manière, et favorisant notamment une sorte de prise de conscience de la place sociale qu'on occupe au jour justement de la place sociale d'autres personnes peut-être plus favorisées ou moins favorisées du coup. Et donc ça m'a amené à me poser la question de savoir si vous aviez pu repérer ou si ce genre de connexion était repérable,
des connexions un peu avec, avec ceci et le mouvement des Gilets jaunes de manière générale, voilà, si ça avait été un peu traversé par la chose. Et si ce mouvement-là, d'une certaine manière, avait une lecture un peu voilà, particulière de la confinement, la manière dont voilà, le confinement avait traversé un peu ce mouvement-là. Et au-delà, un petit peu, là, c'est une question de curiosité, mais là encore, peut-être que vous y avez déjà répondu. Comment comptez-vous suivre à long terme, à plus long terme, avec l'échantillon là que vous avez constitué, les effets du confinement, mais notamment justement en termes politiques, finalement. Voilà, ça rejoint du reste la question un peu sur les solidarités qui avait été posée au début. Merci. Je vais peut-être répondre sur la première partie. Peut-être un peu. À partir des… alors, on a deux pistes pour voir ce lien éventuellement entre les mouvements sociaux de la période juste avant et puis ce qui se passe pendant le confinement. Il y a ce qu'on trouve dans les commentaires, où ce lien est fait par un certain nombre d'enquêtés entre voilà, les mobilisations et les attitudes de contestation politique de la phase Gilets jaunes, et puis des positions de forte résistance aux restrictions de circulation pendant le confinement. Et on sent, alors là, ce n'est pas quantifié, mais on sent plutôt à travers ce qu'ils déclarent, ce qu'ils écrivent, ce qu'ils racontent, ce qu'ils protestent aussi, un lien entre voilà, ces deux types d'hostilité, d'une certaine façon, à la politique gouvernementale, sur le plan d'abord social, ensuite sur le plan sanitaire. Ça, c'est une impression qui sort des commentaires. Maintenant, quand on regarde dans les questions et les données, les variables du questionnaire sur la première vague, c'est moins clair. Il est possible que, en fait, il y ait eu aussi du côté des plus hostiles au gouvernement des positions d'ultraconformisme sanitaire. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément les plus hostiles au gouvernement qui, par ailleurs, ont aussi refusé de porter le masque, refusé de faire des attestations, etc., etc. Il y a une partie des enquêtés qui sont hostiles au gouvernement parce que, d'une certaine façon, ils pensent qu'il ne fait pas la bonne politique sanitaire et qu'il fait une politique sanitaire qui ne les protège pas. Dont ils ont pris les devants. La question du masque, par exemple, elle est assez claire parce qu'elle est un peu à fond renversée, justement. Il y a beaucoup de gens qui ont adopté le masque très tôt et qui sont donc voilà, qui comprennent pas pourquoi le gouvernement n'en a pas proposé, n'en a pas distribué, n'a pas eu un message de santé publique là-dessus, alors que eux s'étaient déjà conformés auparavant. Donc voilà, le lien est un petit peu plus complexe sur cette partie-là de votre question. Peut-être pour compléter, il y a une chose qui apparaît en vague 2, c'est que la mise en retrait des activités militantes, des rassemblements, etc., a aussi un impact sur les relations sociales. Pour certaines personnes, ces activités sont très importantes et donc leur mise en retrait est vécue comme vraiment à la fois un manque dans l'expression politique, mais aussi dans le maintien de leurs propres relations interpersonnelles. Et ça c'est un point qu'il va falloir creuser. Je vais peut-être aussi ajouter un point sur un aspect de la question, sur la réflexivité, plus généralement, la façon dont les gens se sont perçus. Je pense que l'ampleur et la généralité de la crise et l'effet de surprise qu'il y avait au moment du premier confinement ont produit vraiment un vertige existentiel. Il y a eu un vrai choc qui fait que, au-delà de tout ce qu'on a dit sur tous les points, enfin juste précédemment sur les points précis, l'effet de crise, c'est aussi se poser la question, mais qui suis-je et où vais-je, et surtout, où va-t-on ensemble? Et on a vu beaucoup de raccourcis faits entre la situation très concrète de la pandémie dans mon quartier et la situation de la planète. Beaucoup de réflexions sur l'écologie globale, etc. Donc, la réflexivité a été très brutalement ouverte et amplifiée à ce moment-là du premier confinement. Christine Pina, également une question. Je vous laisse la poser directement si vous êtes là. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette étude qui est vraiment
très intéressante, qui plus est parce que je suis universitaire, donc j'attendais effectivement des éléments sur le mal-être des étudiants que je ressens très concrètement. Donc merci beaucoup parce que je pense que ça éclaire énormément de choses. En fait, vous avez déjà répondu un petit peu à ma question parce que j'avais des questions sur le rapport aux politiques précisément. Et voilà, le nombre de questions, parce que j'ai lu votre ouvrage, j'ai lu en particulier la question de la participation municipale, mais je voulais savoir un petit peu quelles étaient les questions que vous posiez sur le rapport aux institutions et sur les effets précisément de la crise sur les pratiques politiques et éventuellement les rapports aussi concrètement aux actions de l'exécutif. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour tout. Merci. Pierre va peut-être en parler un peu plus, mais il y a un des problèmes, attends Pierre, attends. Un des problèmes qu'on a avec notre échantillon, et qu'on n'arrive pas à redresser d'ailleurs, c'est qu'il penche très à gauche, quoi. Et du coup, on a beaucoup d'éléments sur le rapport aux règles et au gouvernement, mais on essaye le plus possible de tenir compte de ce problème-là, quoi. Vas-y Pierre, vas-y. Excuse-moi. Oui, non, effectivement, il penche plutôt à gauche et on le sait parce qu'on a une question voilà, de positionnement, d'autopositionnement politique classique hein, sur une échelle gauche-droite. Sans être sûr d'arriver à me rappeler toutes les questions, il y a cette question-là. Il y a des questions sur les attitudes vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis voilà, comment dire, les opinions par rapport aux différentes mesures prises par le gouvernement. Premier confinement, en vague 2, il y a à nouveau des questions là-dessus, hein, sur ce qu'on a appelé l'acceptation sociale des règles sanitaires. Il y a aussi une question dans la vague 1 sur est-ce que vous avez applaudi en soutien des soignants ou pour protester contre le gouvernement. Voilà, donc on a une question un peu de ce type-là. Il y a quelques questions. Il n'y a pas un énorme module. Il faut. Est-ce que les gens sont allés voter voilà, il y a eu la participation. Il faut redire hein, que c'est en fait en quelque sorte une sorte d'enquête omnibus, au moins sur la vague 1, hormis la partie relations sociales. Hein, pour tout le reste, on a essayé de couvrir un peu chaque sujet, mais donc le couvrir avec des modules qui sont relativement restreints, de l'ordre de 3-4 questions à chaque fois. Donc il y a le logement, le travail, les conditions de vie, les attitudes vis-à-vis des règles sanitaires, etc. À chaque fois, ce n'est pas une enquête immense sur chacune de ces questions, mais c'est une enquête, à mon sens, qui a ce gros avantage, en revanche, d'avoir tous ces petits modules qu'on peut relier au module sociabilité, relations. Et ça permet de faire ce qu'on fait rarement dans d'autres enquêtes, c'est-à-dire de voir les liens entre les dynamiques de la sociabilité et l'ensemble des dynamiques sociales. Voilà, et de voir en particulier notamment le poids ou les effets des ressources sociales dans tout un ensemble d'autres domaines de pratiques, d'attitudes et de comportements, et donc de ne pas se restreindre seulement aux explications ou aux déterminations par le capital économique, par le capital scolaire, par le lieu de résidence, etc., etc. Et de pouvoir mobiliser aussi cette explication par les ressources relationnelles. Je vais juste compléter aussi un peu, peut-être en disant qu'on a quand même, dans la vague 1, en tout cas, posé des questions extrêmement concrètes. On met le masque, on ne le met pas, on sort, on dépasse la limite, etc. Et est-ce qu'on se confronte à un contrôle? Est-ce qu'on s'est déjà fait prendre une amende? Est-ce qu'on a été contrôlé? Est-ce qu'on a des gens dans la rue nous ont interpellés? En fait, ce qu'on veut voir là, c'est non seulement les pratiques, mais c'est aussi la transgression. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est quand on prend le risque d'une amende de 135 €, c'est pour quoi faire? Pour aller voir qui, pour faire quelle activité. En miroir, ça nous montre ce qui manque aux gens, parce qu'on est prêt à engager de l'argent dans cette transgression. Et comme le disait Pierre aussi, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le lien entre tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport entre le fait d'avoir des liens dégradés et le fait de dénigrer l'action politique du gouvernement, ou de refuser de se plier à des interdictions, ou à l'inverse de s'y conformer. Voilà, on pense que tout ça forme le lien social, y compris
le mode de logement, les difficultés qu'on a dans le quartier, etc. Pour nous, enfin, on veut vraiment comprendre tout ça en liaison, les inégalités, les inconforts, les gens qu'on n'aime pas, là où on obéit, là où on transgresse, etc. Il y a une autre question, je crois, Julien. Oui, alors le temps file, donc je vous propose, en fait, il y aurait potentiellement 2 autres questions. Donc Vincent Berry, qui est passé par le chat, si vous êtes toujours là, vous voulez poser votre question, sinon je la pose directement. Oui, mais en fait, j'avais posé la question sur le chat, elle a été, Pierre y a répondu, en fait, c'était sur les loisirs. Ouais, très bien. Peut-être Julien. Parce que ça rejoint effectivement une question précédente de notre spectateur, donc peut-être la reposer. Oui, et quant à moi, du coup, je prends la parole. Du coup, voilà, j'aimerais en fait prolonger une question que j'ai posée hier. Hier, la MRSH de Caen organisait une question dans le cadre de ce cycle de webinaires sur les rapports entre le confinement et l'état de droit. Et j'aimerais en fait prolonger la question du coup que j'ai posée dans ce cadre-là sur la question de la mathématisation du social, en fait. C'est-à-dire, on a bien vu à quel point la gestion de crise avait été essentiellement en fait portée par une approche chiffrée avec ses taux, ses courbes. Je comprends bien du reste que le temps de l'urgence a favorisé du coup les mécaniques en fait de gestion de ce type de crise par une approche très quantitative. Mais du coup, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est comment finalement faire valoir le type d'approche que vous avez proposé là dans le cadre de ce questionnaire, qui évidemment voilà, qui pose une lecture beaucoup plus complexe et située du social. Comment on peut faire valoir finalement ce type d'approche dans des dispositifs de gestion de crise? Et peut-être voilà, la question elle peut se poser de deux manières, à la fois dans un contexte d'urgence, mais peut-être là au-delà, en fait, profitant un peu des enseignements du coup de la crise Covid. Comment finalement à l'avenir, grâce à ce type d'enquête, est-ce qu'il est possible, selon vous, de construire des cadres de gestion de ces crises tenant un peu plus compte finalement de ce type de lecture? Cette question, ouais, moi j'ai un premier élément de réponse, mais très, très bref. En fait, je crois d'abord qu'il y a eu sur la question de la gestion par le chiffre et par le chiffre produit par plutôt le champ médical que le champ des sciences sociales. C'est très vrai du premier confinement, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant. Alors, mais moi, encore une fois, je ne suis pas politiste, alors il faudrait vraiment étudier ça pour voir ce qui est devenu le pouvoir des médecins, qu'on a beaucoup d'abord salué, puis ensuite décrié. Où est-ce qu'on en est avec ça? Où on nous présente maintenant un président qui a acquis à lui seul toute la science et peut décider sans les médecins maintenant. Il faudrait regarder, ce serait très intéressant aussi d'avoir, moi je pense, une ethnographie du conseil scientifique et de voir notamment quel rôle on peut y jouer les deux chercheurs en sciences humaines et sociales. Ce serait très intéressant d'avoir un entretien sociologique avec Daniel Benamouzi, qui est un sociologue et qui fait partie du conseil scientifique. Quelle voix est-ce qu'il a pu y porter? C'est une vraie question. Je trouve que ce serait vraiment intéressant d'avoir ça. Et je crois par ailleurs que ces outils existent, les outils politiques existent. Je pense par exemple au Conseil d'analyse économique, qui est en temps ordinaire un outil de conduite de l'action publique qui fait une forme de relais entre le champ des sciences sociales, alors avec une approche plutôt éco, mais quand même, et le champ politique. Là encore, j'aimerais bien, je serais très curieux d'avoir un bon article de sciences politiques sur qu'est-ce qu'a pu faire ou qu'est-ce qu'a pu dire et comment a pu être écouté ou entendu le Conseil d'analyse économique depuis un an. Qu'est-ce qu'on fait de ces rapports? Qu'est-ce qu'on en a fait? Comment on les a utilisés politiquement dans la conduite de l'action? Et j'en sais rien et j'ai un petit doute. Peut-être on va répondre tous les trois. Claire, tu peux donner oui, alors je vais faire rire mes collègues parce que je suis plutôt
connue pour mon penchant qualitatif, mais pour ce qui est de la mathématisation du social, en tout cas du point de vue des sciences sociales, je trouve que c'est important de savoir que ben oui, les jeunes perdent plus de liens que les autres ou que les retraités transgressent plus que les jeunes. Si, on peut en parler, on peut comprendre, on peut détailler des tas de choses. Moi, enfin, je trouve que c'est important à un moment de savoir comment se situe la population dans des grandes tendances à cette échelle-là des répondants à l'enquête. On peut affirmer assez tranquillement que les grandes tendances qu'on repère sont assez valides. Et c'est ça qui nous permet justement d'aller contre le discours des journalistes en disant mais non, c'est pas les jeunes qui font la fête tout le temps et qui contaminent tout le monde. Voilà, on est plus solide quand on mathématise un petit peu ces données-là pour aller au-delà des impressions et même des convictions qui peuvent s'échanger ici et là ou même qu'on a nous-mêmes. Hein, voilà, donc c'est une étape, je dirais, qui est importante. Avec la difficulté, ce qui est que quand les journalistes nous posent une question, ils nous disent c'est pour demain et que nous, on ne peut pas répondre pour demain. On leur dit, ben, en fait, on peut vous dire ça dans 2 mois, dans 3 mois. Là, le livre, il est paru il y a 15 jours avec des données qu'on a récoltées en avril et mai dernier. C'est le temps à peu près qu'il nous faut pour produire ce type de résultats. Même si on les voit tout de suite, on pourrait en parler très vite. Ce n'est pas notre réflexe. Alors, je ne sais pas si on a raison ou tort, mais il y a un temps de la science qui est un peu plus long que le temps de la commande et de l'urgence médiatique et politique. Et là, il y a un hiatus qu'on ne sait pas complètement résoudre, même si on va peut-être plus vite que d'habitude. Ce n'est pas le même temps non plus. Pardon, Michel. Non, non, si je peux compléter en disant que bon, on a fait notre boulot de sociologue. En fait, on a considéré que le problème social majeur que nous, on pouvait traiter, c'était le confinement, pas l'épidémie elle-même qui est la source, mais le confinement génère une série de changements sociaux temporaires, mais quand même importants. Et du coup, on met en avant tout un tas de choses qui ne sont pas perceptibles, notamment par les analyses économiques, parce qu'en gros, soit on met en balance depuis le début de la crise l'impact sanitaire d'un côté et l'impact économique généré par les contraintes sur les déplacements, etc., et donc le confinement, mais il y a un impact social qui va au-delà, sur les relations, sur les inégalités, sur les rapports hommes-femmes, et ça, il faut le documenter parce que dans la gestion de la crise, c'est au moins aussi important que le maintien de l'activité économique et la croissance du pays, croissance ou décroissance du PIB. Par exemple, là, dans la vague 2, on voit très bien que la fermeture des spectacles et des activités culturelles est très, très mal, est vraiment fait très mal, quoi. Donc, voilà, on amène un regard qui va au-delà d'une analyse strictement économique, qui est nécessaire, mais qui ne suffit pas du tout à comprendre un phénomène aussi massif que cette crise. Bien, merci pour ces échanges. Je pense qu'on va conclure ce webinaire parce que l'heure tourne. Merci encore à nos 3 panélistes. Merci au public de sa participation. Je vous rappelle que vous avez en ligne le programme du cycle de séminaires organisé par le Réseau national des MSH, donc sur le site du réseau en question, disponible. Le prochain webinaire sera organisé par la MSH de Lille, sur la thématique vers la reconnaissance juridique et sociale de la criminalité environnementale. Concernant la maison des sciences de l'homme et de société de Toulouse, on organise un prochain webinaire sur un sujet tout autre, le 1er juin, si je ne me trompe pas, pareil, tout est en ligne, sur la question de l'approche intégrée pluridisciplinaire des liens sciences, réglementation, décisions publiques et sociétés liées à l'usage des pesticides dans le cadre du réseau Olimitox. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.